des bases sur des stratégies de gouvernance des territoires, sur les politiques des transports, les politiques du logement, les politiques de la ville, les politiques d'accessibilité, prise en compte du handicap, par exemple, ce genre de choses. Évidemment, développement économique des territoires, etc., etc. Donc, on essaie de couvrir un petit peu toute la palette des politiques urbaines pour avoir des gens plutôt généralistes, sachant qu'en fait, on remarque depuis 6 ans dans notre formation que cette pluridisciplinarité, c'est pas un frein en fait à l'insertion de nos étudiants. Bien au contraire, le fait d'avoir touché un petit peu à tout et le fait d'avoir une vision un petit peu globale, ben, on s'aperçoit que pour travailler sur tout un ensemble de projets, il faut connaître un peu et maîtriser les différentes dimensions en fait, de l'urbain et relier un petit peu toutes ces thématiques, l'accessibilité, les transports, la justice spatiale, l'environnement, etc., etc. Donc une formation plutôt généraliste en politique urbaine. Nouveauté à partir de l'année prochaine, même si on autorisait, on était un master jusqu'à présent indifférencié, professionnel et recherche, mais on était plutôt un master professionnel. À partir de l'année prochaine, on va vraiment pérenniser 2 parcours qui vont permettre aux étudiants de choisir leur cursus, soit professionnel, s'ils veulent vraiment travailler dans le monde professionnel à l'issue des 2 années d'études, soit en recherche. Et là, on aménage un parcours qui aura moins chronophage en termes d'heures de cours, plus de temps pour faire de la recherche et aussi du temps pour aller à des séminaires et suivre des ateliers de suivi de la recherche. Donc, on a une étudiante qui à l'issue des 2 années de master de PUGT, a poursuivi en thèse. On espère en avoir d'autres. Et donc, cette idée d'avoir ces 2 parcours, c'est de pouvoir aménager, selon les envies des étudiants, le parcours qui correspond le mieux à leurs aspirations. On a à la fois dans notre cursus des intervenants qui sont soit des universitaires comme moi et François, mais on a à peu près voilà, un tiers d'universitaires, 2 tiers de professionnels euh, pour assurer justement la richesse en fait de cette formation qui à la fois est là pour, ben, je dirais, du côté des enseignants universitaires, de vous donner tous les outils pour garder votre esprit critique et savoir analyser des systèmes d'acteurs compliqués, etc. Et c'est dire s'il y en a beaucoup dans le domaine de l'urbain, mais aussi des professionnels qui vont vous former en fait aussi sur des projets concrets. Et ça, c'est très apprécié des étudiants. Donc, d'où cette double identité où on a vraiment une formation par les sciences sociales, parce que François et moi, on est sociologues, il y a aussi des enseignants en sciences politiques qui interviennent un peu en géographie, mais c'est surtout sociologie et sciences politiques, les deux formations, les deux disciplines majeures, en fait, du côté des universitaires. Et on se rend compte, en fait, que ce sont des disciplines qui ne sont pas simplement là pour être critiques, mais qui sont vraiment très valorisées, en fait, dans le monde du travail. C'est-à-dire que quand nous, on a beaucoup de partenaires chez des bureaux d'études, des cabinets de conseil, des agences d'urbanisme, des collectivités aussi, et on se rend compte, en fait, que avoir des méthodes de sociologues, les outils d'analyse des sociologues, en fait, c'est très valorisé en fait, dans le domaine de l'urbain, tout simplement parce qu'il y a tout un tas de métiers où le fondement du métier, c'est de faire des études urbaines. Parce que pour concevoir des politiques urbaines, pour mener des projets, avant, il faut étudier la ville. Et on sait très bien que dans les années passées, lorsqu'on a laissé la ville aux ingénieurs, ça n'a pas toujours eu les résultats attendus. Donc, ce sont des disciplines qui sont valorisées dans le monde du travail. Et là encore, il y a quelques semaines, on a fait venir un gros cabinet de conseil de la Caisse des dépôts qui sont venus présenter leurs offres de stage à nos étudiants. Et eux-mêmes, en fait, disaient, mais nous, on est preneurs d'étudiants qui ont des très bonnes connaissances, des très bonnes bases de méthodes d'enquête, qui savent faire des entretiens, parce que nous, quand on fait du conseil, on fait des stats, on fait des entretiens, on fait des cartes, on va rencontrer des gens, et en fait, ce sont ces aptitudes-là que développent en fait ces cursus de sciences sociales qui sont valorisés. Donc, formation par les sciences sociales, mais formation aussi, comme je l'ai dit, au contact d'acteurs de l'urbain, et parmi nos intervenants,
On a des gens qui travaillent dans des bureaux d'études, on a par exemple la directrice de l'aménagement de la ville de Pantin, par exemple, qui fait travailler les étudiants sur un cas concret, d'où voilà, mise en situation. Bah, c'est aussi l'une de nos l'un des points sur lesquels on met vraiment l'accent, c'est que dans la mesure du possible, nos intervenants professionnels font travailler les étudiants sur des projets concrets. Et pour donner un exemple, là, la directrice de l'aménagement de la ville de Pantin, qui assure un cours qui s'appelle Ville durable en projet, donc avec moi, et elle assure plusieurs séances. Et dans ces séances, elle a fait travailler les étudiants sur un projet réel en cours de Pantin, la réhabilitation d'un îlot et elle leur a fait faire un bilan d'aménagement, elle leur a fait imaginer par sous-groupe qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ces îlots. Et ces projets ont été présentés au maire de Pantin, voilà, tout simplement. Donc des mises en situation et comme je vous l'ai dit, à la fois aussi des méthodes. On met aussi l'accent sur ces méthodes de l'enquête de terrain et en particulier dans ce qui est dans le domaine de l'urbain, c'est le diagnostic territorial, c'est-à-dire savoir faire faire un diagnostic d'un quartier, d'une ville, d'une agglomération. Quel est le peuplement de cette population, les activités économiques, l'emploi, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des méthodes qu'on utilise beaucoup dans le monde professionnel. Et enfin, dernier point d'attention en fait, dans notre formation, c'est de bien former les étudiants à la cartographie. Chaque année, on a augmenté les heures de cours de cartographie. On a 2 super intervenants qui sont géomaticiens, qui font des cartes. Voilà, c'est vraiment des pros des cartes et qui forment super bien les étudiants. On a encore augmenté le nombre d'heures parce qu'on se rend compte que savoir bien faire des cartes avec des données par des cartes avec des logiciels, hein, ce sont des compétences qui sont très demandées, de plus en plus demandées en stage et puis en premier emploi dans le monde du travail. C'est ce qu'on demande à des étudiants qui sortent de ce genre de cursus. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on est, à la différence de d'autres écoles urbaines ailleurs dans Paris, nous, on a des promos qui sont plus réduites, c'est-à-dire qu'on n'a pas 200 étudiants comme l'école urbaine de Sciences Po, par exemple, où on a 25 étudiants. Et du coup, nous, avec François et puis toute l'équipe pédagogique, on a vraiment, on suit énormément les étudiants. C'est ce que permet des petites promos, c'est-à-dire on essaie d'être le plus possible le plus accessible possible et on s'assure que les étudiants sont correctement insérés, que l'ambiance dans la promo se passe le mieux possible, qu'on s'assure que nos étudiants trouvent des stages. Et là encore, cette année, nos M2, ils avaient tous trouvé des stages fin janvier. Donc voilà, et on suit aussi, et on suit bien sûr les M1 également. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Merci beaucoup, Élise. Donc, un petit panorama de ces 2 années de master. En master 1, c'est vraiment une année de formation aux sciences sociales en général, à la sociologie et à la science politique, parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'avoir ces compétences, c'est valorisé dans le monde du travail, dans le domaine de l'urbain. Mais on ne peut pas être non plus trop généraliste en la main et on offre encore plus l'année prochaine une spécialisation en politiques urbaines qui vous permet déjà de vous spécialiser et de trouver, j'y reviendrai, un stage plus facilement dans le secteur des politiques urbaines. Parmi donc voilà, l'offre de cours de spécialité en politiques urbaines, c'est un cours d'histoire des politiques urbaines, de mutation urbaine et inégalité socio-spatiale, un nouveau cours territoire durable parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la question de transition écologique, environnement, risque, etc. Donc ça va être un gros cours en M1. Politique du logement, parce que d'expérience, on a souvent une partie assez substantielle de la promo qui est intéressée par les questions de logement, ce qui est normal parce que c'est l'un des sujets qui touche le plus les urbains, en fait, dans des agglomérations qui sont de plus en plus compliquées pour se loger. Un cours vraiment sur les collectivités territoriales, sur le fonctionnement des collectivités, qui est alors là un cours très
très pratique, hein, et qui est fait, qui est mutualisé avec, avec un master de concours administratif, donc vraiment qui vous apprend le fonctionnement des collectivités. Parce que là encore, un certain nombre de nos étudiants se dirigent ensuite vers les métiers, enfin, en collectivité territoriale. Et puis, une enquête de terrain, c'est-à-dire, voilà, on vous apprend les méthodes des sciences sociales, mais pour cela, on vous fait faire une enquête de terrain. Et cette enquête de terrain, on l'a fait en lien avec un sujet urbain. À la fin de l'année, à partir du mois d'avril, vous faites un stage de 2 à 5 mois. On conseille de faire le plus longtemps possible pour vous donner une première vraie expérience dans le secteur des politiques urbaines. C'est moi qui suis responsable d'un atelier stage, en fait, qui vous aide vraiment à la recherche de stage, et je suis assez fière de pouvoir vous dire qu'en 5 ans, 6 ans d'atelier stage, mes étudiants ont tous trouvé un stage à la fin du M1. On offre aussi la possibilité de faire une césure entre le M1 et le M2 pour que, pour que vous puissiez tester, si vous voulez, certains secteurs d'activité et puis augmenter vos capacités à être employé à la fin du M2. C'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Vous pouvez passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, quelques grands objectifs de la formation. Le premier, c'est de comprendre la conception. Comment sont conçues les politiques urbaines? Comment elles sont mises en œuvre et quels sont leurs effets? Et ce, à différentes échelles, c'est-à-dire nationale, même européenne, nationale, régionale, locale, même à l'échelle du quartier. Et de comprendre en fait la manière dont ces politiques se font au contact d'acteurs publics et privés. Les politiques urbaines, vous le verrez, ce sont des politiques où il y a énormément d'acteurs, énormément situés à différentes échelles, des acteurs publics, privés, associatifs, des citoyens, etc. Et c'est très important d'avoir les outils pour les analyser. Et vous serez d'autant mieux, d'autant mieux formés et de professionnels d'autant plus efficaces que vous saurez en fait que vous aurez cette culture en fait et ces connaissances des politiques publiques. Donc conception et mise en œuvre, et nous on met aussi l'accent sur les effets, et vous le verrez que en M2 il y aura même un cours qui va s'appeler de justice spatiale et qui sera entièrement dédié aux effets des politiques urbaines sur le renforcement ou la contestation des inégalités, que ce soit en termes de classe, de race, de genre, handicap, religion, sexualité, etc., etc. Accès également exposition aux risques environnementaux, etc., etc. Donc, voilà, on essaie vraiment de vous former à cette analyse des politiques urbaines. Deuxième objectif, c'est que vous soyez en mesure, à la fin du cursus, d'articuler différents savoirs de la ville et des territoires, c'est-à-dire que vous allez avoir du droit de l'urbanisme et de l'aménagement, forcément, parce que pour pouvoir produire la ville, la gérer, l'aménager, en fait, il faut connaître le cadre juridique. Et donc, la professeure de droit de l'urbanisme et de l'aménagement, elle est elle-même professionnelle et elle donne pas un cours aride de droit de l'urbanisme, mais au contraire très concret, avec plein de cas qu'elle a suivis, etc. Vous avez également des cours de sciences politiques, de sociologie, d'histoire, de géographie, d'économie. C'est pas uniquement des disciplines, des cours fondamentaux, c'est-à-dire que ce sont des cours qui abordent la ville et les territoires au travers de différentes disciplines, et ça va vous donner des savoirs complémentaires en fait pour aborder la ville et les territoires. Troisième point, c'est que vous soyez capable de maîtriser les outils du diagnostic territorial qui, je vous le dis encore, est très valorisé dans un certain nombre de domaines de l'urbain, c'est-à-dire savoir faire des cartes, mais aussi savoir faire des entretiens, des observations, savoir manipuler des données. Alors, on ne vous demandera jamais dans le domaine, voilà, si vous travaillez en tant que chargé d'études, on ne vous demandera pas de faire des modèles statistiques hyper compliqués, mais de savoir où chercher des données, savoir faire des taux d'évolution, savoir faire un tableau croisé un peu basique, éventuellement des archives aussi, moi j'en fais avec les étudiants, et aussi un petit peu des outils audiovisuels, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que quand on fait nos enquêtes, on a besoin de faire des photos par exemple, de savoir retoucher aussi des photos pour qu'elles soient publiables. Et j'y reviendrai, mais on a publié certaines de nos études dans le passé.
Et donc, ça, c'est des techniques qu'on essaie de transmettre aux étudiants. Et d'ailleurs, l'un des profs de cartographie fait lui-même aussi, maîtrise très bien la suite Adobe et donc forme les étudiants à certains outils audiovisuels. Et dernier cas, c'est là encore une pédagogie qui s'appuie sur les mises en situation, c'est-à-dire que ce soit à la fois des savoirs opérationnels. Vous allez faire des études de cas comme l'étude de cas à Pantin dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi savoir faire sur des exercices plus d'études, en fait, savoir faire un diagnostic de A à Z, comment on s'y prend, comment on travaille sur plusieurs mois sur une enquête donnée. Bon, ça, c'est toute une méthodologie, comment on découpe ce travail, quel type de travaux intermédiaires on peut faire, quelle méthode on utilise, pour quelles questions et quel territoire. Voilà. Et donc, c'est le diagnostic territorial en M2. Donc ça, c'est un gros... c'est en M2, mais bon, déjà, en M1, on vous y prépare un petit peu, mais c'est vraiment le plus gros cours, en fait, de la scolarité. Et il s'étend sur 5 mois entiers. Donc, vous avez vraiment le temps de développer une étude au long cours. Vous pouvez passer, merci. Alors, voilà, je passe un peu vite, mais c'est pour vous donner un aperçu des cours que vous aurez si vous choisissez notre master PUGT. Donc en M1, semestre 1, vous avez des enseignements de tronc commun là, qui sont communs avec d'autres parcours de master, c'est-à-dire politique et responsabilité sociale des entreprises, et également politique publique et opinion. Donc, le gros cours maintenant, c'est un gros cours de tronc commun, c'est un cours de sociologie des crises et de la transition écologique. Voilà, et des cours de langue. Nous, après, dans les enseignements généraux qu'on a choisis en politique urbaine, c'est sociologie économique, parce que, bon, là encore, il y a la ville, c'est aussi beaucoup de questions de financement, comment on finance la ville et comment on la gère. Et ça, la ville, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc, il faut avoir quand même quelques bases, pas juste en économie, mais en sociologie économique pour cadrer tout ça. Des cours d'action publique, parce que c'est la base de la compréhension des politiques et des politiques urbaines. Et force politique comparée, c'est plutôt un cours qui vous donne une culture générale sur les partis politiques, les dynamiques partisanes, etc. Parce que, bon, c'est pas un scoop, hein, mais les luttes de partis, des oppositions, les majorités, etc., que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales, c'est quand même déterminant pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, si ce n'est déterminant, très important pour comprendre ce qui se passe dans les territoires. Et puis des enseignements spécialisés en politiques urbaines, histoire des politiques urbaines, avec François Cusin, enquête de terrain sur un thème lié à la ville. Alors ce sera soit moi, soit une autre personne. Et puis l'atelier stage avec moi, où je vous aide pas seulement à trouver un stage, mais je vous présente en fait dès le semestre 1 un peu tous les types d'acteurs toutes les différentes organisations qui interviennent dans la ville, dans la fabrique de la ville. Et souvent, bon, les étudiants et ce qui est normal, en arrivant en M1, n'ont pas forcément toutes les clés en fait et toute la culture en fait pour savoir qui fait quoi dans la ville. Et en fait, il y a énormément de métiers, et encore plus en Île-de-France. Donc c'est un peu ça. Moi, j'aide je donne aux étudiants, je fais un panorama en fait des acteurs auxquels ils peuvent qui peuvent être intéressants pour eux. Et puis, j'aide les étudiants en fonction de leur propre projet personnel à s'orienter vers telle ou telle administration, association ou entreprise qui peuvent les intéresser. Merci. Et puis, on propose aussi des enseignements en options. Alors voilà, tout un ensemble d'options qui sont plutôt autour des cours de sociologie du genre, des langues, sociologie politique. Encore une fois, des cours plutôt autour de la science politique, hein, différents enseignements. Et puis au semestre 2, vous pouvez passer merci. Au semestre 2 du M1, encore une fois, des enseignements plutôt généraux. Alors là, c'est que PUGT, hein. C'est pas tous les masters, mais quelques enseignements généraux. Alors là, on a mis pratique et politique culturelle maintenant, mais en option, enfin, c'est devenu un enseignement obligatoire parce qu'on se rend compte, qu'un certain nombre de nos étudiants, en fait, veulent travailler dans la culture et en fait, il y a de plus en plus de choses qui se font au niveau des collectivités dans le domaine de la culture, et que
Également, la culture, en général, est un vrai levier de développement, en fait, pour les villes, que ce soit quand on pense aux grands équipements, mais aussi aux politiques artistiques, soutien artistique. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent au niveau des collectivités et qui sont intéressants aussi et dans votre scolarité. Et nous, chaque année, on a une ou 2 étudiantes, souvent ce sont des femmes, mais qui travaillent après avoir fait PUGT dans la culture. Là, l'année dernière, on a une étudiante qui travaille maintenant au ministère de la Culture, qui a été prise en CDI là-bas, parce qu'en fait, ils étaient intéressés dans la direction du patrimoine, parce qu'ils étaient intéressés d'avoir pas juste des gens formés à la culture et au patrimoine, mais aussi formés à l'urbain et au territoire. Et puis un cours de transformation de l'action publique qui approfondit en fait ce que vous avez vu en action publique au semestre 1. Et puis encore d'autres enseignements spécialisés en politique urbaine, mutation, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. C'est les autres cours spécialisés, mutation urbaine et inégalité socio-spatiale, collectivité territoriale, territoire durable et politique du logement. Et à l'issue de l'année, donc vous faites votre stage à partir du mois d'avril et fin juin, on vous demande de réaliser un petit mémoire. C'est pas un mémoire de 100 pages à ce stade, hein, en M1, mais un premier mémoire de stage ou de recherche qui clôt un peu votre M1 et qui va vous permettre d'utiliser à la fois ce que vous avez vu en stage ou dans votre terrain de recherche et de les croiser avec les outils de sciences sociales que vous avez acquis pendant toute cette année. Voilà, et puis quelques enseignements en option, là encore, que vous prenez selon vos centres d'intérêt. Donc, sociologie d'expertise des controverses, plutôt un cours de sociologie des sciences, mais qui peut être très utile pour celles et ceux qui veulent s'orienter sur des questions plutôt d'environnement, évaluation des politiques publiques, travail-emploi et politique des instruments de l'État et du capital. Alors, en M2, un aperçu du M2. Donc, l'année, alors le M1, vous voyez, ressemble à une année universitaire quasi normale, c'est-à-dire que vous commencez en septembre, vous finissez mi-fin avril et puis vous pouvez faire un stage après. En M2, la temporalité est beaucoup plus resserrée. D'abord parce que les étudiants partent plus tôt en stage, parce qu'on souhaite que les étudiants fassent 6 mois de stage. Et 6 mois de stage, c'est vraiment important pour votre employabilité, c'est-à-dire que 6 mois, déjà, vous trouvez plus de stages de 6 mois. Et puis, lorsque vous avez fait 6 mois de stage, vous n'avez pas été seulement formé, vous avez déjà une vraie première expérience. Donc, on fait partir les étudiants dès le 1er mars, les étudiants partent en stage. Ce qui suppose, avant ça, d'avoir une scolarité assez resserrée. Alors, les enseignements, tous les enseignements quasiment, vous les avez entre septembre et décembre. Donc là, vous avez beaucoup de cours, pas mal de travaux collectifs, etc. On a essayé chaque année d'alléger un petit peu le M2 parce que c'était assez dense pour les étudiants. Et là, je crois qu'on y est plutôt bien arrivé. On a redescendu des cours du M2 vers le M1. Donc, les étudiants ont l'air d'être moins sous l'eau cette année que les années précédentes. Et puis, donc là, on est en plein dedans. La période du diagnostic territorial, c'est comme je vous ai dit, l'une des particularités de notre master, c'est de proposer vraiment une enquête au long cours, une étude où on va vraiment produire une réflexion sur un sujet donné, en sous-groupe, sur un territoire donné. Et ça, du coup, ça suppose d'avoir du temps. Et du coup, on commence à faire travailler les étudiants dès le mois de septembre sur leur sujet, on leur parle de leur sujet. Et puis en janvier-février, on a temps plein sur cette étude et où on va faire à la fois des méthodes quantificatives, des stats, on va faire plein d'entretiens, des observations. Et voilà, et on ne vous laisse pas sur le terrain. Moi, par exemple, avec les groupes que je dirige, donc il y a une partie d'étudiants qui sont avec moi, puis d'autres qui sont avec François. Moi, je vais en entretien avec eux, je fais un débrief, je relis les grilles d'entretien. Donc, vous êtes très encadrés, ce qui est aussi un peu moins stressant, et vous apprenez vraiment cette méthodologie qualitative des sciences sociales. On fait aussi des cartes, on fait aussi des archives. Là, on y va la semaine prochaine avec certaines étudiantes. Là, j'ai la Pierre Fitte et puis les archives départementales. Et puis, voilà, et puis on prend des photos, on fait des observations sur le terrain, on visite, etc., etc. Donc, c'est vraiment là un temps vraiment privilégié. Et très honnêtement, généralement, c'est le temps que les étudiants préfèrent parce qu'on est dans le concret. Même si on fait une enquête, on rencontre plein de gens, on est dans le concret, on produit une étude et puis voilà,
on a le sentiment de produire quelque chose, quoi, ce qui est toujours super intéressant. Alors, la suite, sur les enseignements. Pour vous donner un aperçu, en gros, on a 4 blocs. Donc ça, encore une fois, hein, c'est tous les enseignements que vous aurez quasiment entre septembre et décembre. Un premier bloc autour de la gouvernance urbaine et de l'action publique, avec voilà, des cours de gouvernance des métropoles et stratégie urbaine, un cours que je fais moi sur la sociologie de la production urbaine, c'est-à-dire comment on produit la ville. Et voilà, la façon dont on produit la ville aujourd'hui, c'est pas la même que sous Haussmann, c'est pas la même que que pendant la période des villes nouvelles. Donc voilà, dans la mesure où voilà, quand vous baladez, vous voyez qu'il y a toujours plein d'opérations, de projets immobiliers, urbains, d'aménagement. Bah, tout ça, ça s'analyse en fait avec les outils de la sociologie. Un cours là, une création et dont on est très content, un cours de justice spatiale, qui est justement ce cours dont je vous parlais, qui est autour de la question de dans quelle mesure, en fait, les inégalités spatiales et puis sociales au sens large, c'est-à-dire classe, genre, race, religion, handicap, et cetera, se renforcent mutuellement et quel rôle des politiques publiques là-dedans. Donc c'est là encore dans l'idée de vous faire analyser les politiques urbaines parce qu'on pense que c'est important que vous n'ayez pas un point de vue irénique et enchanté, en fait, sur les politiques urbaines. Enfin, on pense que des bons professionnels, c'est des professionnels qui sont clairvoyants en fait sur à la fois ce que tout le bien que peuvent faire des politiques urbaines et aussi tous les dégâts inattendus en fait, les dommages inattendus qu'ils peuvent provoquer. Un cours de politique de la ville, un cours de droit de l'urbanisme. On a un deuxième bloc qui porte là pour le coup sur le développement économique et social des territoires. Donc un cours vraiment de développement économique des territoires, sur les territoires en déclin, post-industriels, les territoires qui ont suivi la vague tertiaire, les pôles de compétitivité, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes en fait localement quand on rencontre les élus, le nerf de la guerre quand ils vous disent c'est quand même l'économie. Un cours qui est là encore une création dont on est ravis, c'est un cours de sociologie des mondes ruraux avec un spécialiste historien et sociologue des mondes ruraux qui a fait plein plein de travaux en fait sur justement les rapports sociaux dans les milieux ruraux, le rapport aux politiques et tout, en montrant qu'en fait il y avait des vraies spécificités et que c'est pas juste un territoire comme un autre. Or, on a beaucoup d'étudiants, enfin un certain nombre d'étudiants, mais qui en fait sont amenés à travailler par exemple à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui va s'occuper de la revitalisation des centres dans des petites villes, dans des villes, dans des milieux ruraux, etc. Et donc c'est hyper important d'avoir ces clés de connaissance du monde social en fait pour là encore agir dans le bon sens. Et puis un cours là aussi passionnant sur politique des droits, accessibilité, citoyenneté, qui est fait par un collègue à nous, qui est spécialiste du handicap et qui fait là encore travailler les étudiants à la fois sur des travaux académiques qui montrent toutes les inégalités qui sont produites par l'aménagement des villes, du logement, etc. Mais qui aussi les fait travailler sur des projets concrets où, par exemple, ils doivent accompagner des personnes handicapées pour se rendre compte en fait de ce que ça produit dans le quotidien de personnes handicapées, toutes les difficultés qu'ils éprouvent parce que, en fait, voilà, tout un tas d'installations ne sont pas du tout accessibles pour elles et eux. Alors, la suite du bloc 3 et 4, on a un troisième bloc là, sur ville durable et transition, à la fois parce que c'est un sujet d'avenir majeur, qui offre beaucoup de débouchés, mais aussi parce qu'on est convaincu que c'est un sujet important et nos étudiants sont aussi très en demande de, d'avoir ce genre de cours. Donc, donc on a trois grands cours, même si en fait Ville durable en projet du bloc méthode, il est aussi, il se rattache plutôt à ce bloc-là. Mais un cours sur la politique du transport et des mobilités urbaines qui est fait par le spécialiste des politiques du transport et mobilité urbaine qu'on a recruté à Dauphine l'année dernière, qui a travaillé par exemple sur les politiques tramway à Lyon et qui travaille dans plein en relation avec plein d'élus partout en France. Un cours de projet urbain participatif là, qui est fait par la directrice de tout ce qui est concertation, participation à la métropole de Nantes, qui est elle-même docteur en sciences sociales
et qui fait ce cours-là, qui est vraiment beaucoup apprécié des étudiants. C'est un cours sur les territoires intelligents parce que ça fait partie là encore, ça fait partie des incontournables, hein, dans les enseignements de la ville aujourd'hui, et qui est donné par un prof, par un professionnel de la Caisse des dépôts qui finance en fait justement tout un tas de, de projets intelligents dans des villes. Et puis le quatrième bloc méthode, il y a justement ce gros cours de diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure, d'enquête de terrain, diagnostic territorial, qui est vraiment le plus gros cours de l'année, où en fait vous allez croiser les différents enseignements que vous avez vus autour et méthodes autour d'un projet d'études concret. Ce cours de ville durable en projet que donc je fais avec la directrice de l'aménagement de Pantin, où on fait vraiment travailler les étudiants sur des projets de ville durable, et on les fait phosphorer, on leur propose d'imaginer un projet, voilà, un projet d'îlot. Là, en l'occurrence, à Pantin, c'est une ancienne école qui est pleine d'amiante, etc., mais qui est juste à côté, qui est en bordure du futur écoquartier de Pantin, bien desservi, etc. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Est-ce qu'on rase? Ce qui était plutôt la proposition du maire au début. Et puis, en fait, nous, on essaie de dire, non, mais c'est possible de faire autre chose, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les questions environnementales, déconstruire pour reconstruire, c'est pas forcément la meilleure solution. Et puis, voilà, des cours de cartographie, vous aurez quasiment une 30aine d'heures de carto, donc vous saurez bien faire des cartes à la fin. Donc ça, c'est les enseignements. Maintenant, je passe au diagnostic. Merci, Élise. Donc, ces diagnostics, c'est un gros cours. Nous, on s'implique énormément avec François. L'année prochaine, on va recruter un collègue qui aura un 3e groupe. Donc, on fait ça par sous-groupe. Donc, on n'est pas très nombreux. C'est-à-dire, chaque année, moi, j'ai à peu près 8 étudiants que je coordonne. Donc, c'est tout un travail pour coordonner, pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de passagers clandestins, etc. Mais c'est quand même très épanouissant de pouvoir faire une grosse étude pendant 5 mois, dont 2 mois à temps plein, sur un projet donné, dans un territoire donné. Et certains de nos productions certains de nos enquêtes en fait ont été publiées avec le nom des étudiants. J'ai noté par la PUR notamment, qui est l'agence parisienne d'urbanisme, qui est l'agence qui produit toutes les études qui alimentent en fait les politiques urbaines de la ville de Paris et maintenant de la métropole du Grand Paris. On a eu aussi à un moment un partenariat avec un think tank dans le logement qui s'appelait Idéal et qui ont publié une étude qu'on a fait quand ça venait tout juste de sortir, la loi ZAN, donc la loi zéro artificialisation nette, une loi qui prévoit d'arrêter d'artificialiser les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et on a été en fait l'une des premières études en fait à sortir un peu sur le sujet, ce qui fait qu'à l'époque on avait été contacté par des journalistes, on a pu faire des tables rondes. C'est les étudiants, là, pour le coup, nous on coordonne, mais après, comme c'est, voilà, on leur laisse l'opportunité de présenter leur travail. Et donc, ils ont participé à des tables rondes avec des élus. Là, on avait travaillé sur le Grand Poitiers, on avait eu l'élu à l'aménagement du Grand Poitiers, donc c'était super intéressant. Et puis, on a fait un autre. Alors, j'en ai cité que quelques-unes. On a travaillé sur Saint-Étienne, qui a un autre cas, voilà, qui est une ville plutôt en déclin économique, démographique, et que faire en fait de tous les logements vacants. Donc c'était une étude, est-ce qu'il faudrait pas dédensifier le bâti pour justement redensifier le peuplement? C'était un peu notre... Et puis l'année dernière, les étudiants ont travaillé, ils sont allés carrément au Pays Basque, et donc là, ils ont travaillé sur le logement touristique et la façon dont le développement des Airbnb euh, contraint les locaux dans leur possibilité de trouver possibilité de logement et impacte aussi, c'est un point sur lequel c'est pas forcément, qui est plutôt moins étudié, mais impacte aussi l'emploi, c'est-à-dire que on a fait des entretiens avec des entreprises qui, dans le Pays Basque, nous disent nous, on a une entreprise qui marche, mais on ne peut plus recruter parce que les gens ne peuvent plus se loger. Et donc, du coup, on est à Biarritz ou à Bayonne et en fait, on ne peut plus recruter parce que les gens ne peuvent pas se loger ce qui est un vrai problème. Et voilà, donc on a étudié ça.
Donc encore une fois, une longue enquête de terrain, qui se traduit par un rapport que nous, on réécrit quand même pas mal et qu'on essaie de valoriser en le publiant, voilà, pour aussi alimenter le débat public. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a plusieurs, enfin, du fait qu'on choisit aussi des sujets en lien avec l'actualité, comme le ZAN par exemple, eh bien, nous, on a plusieurs étudiantes, qui ont pu, euh, qui ont été pris en fait en stage ou en emploi derrière, parce qu'ils avaient produit une étude substantielle sur un sujet qui était d'actualité, mais pas encore très bien documenté. Et le troisième temps, donc après les enseignements, après le stage, après le diagnostic qui dure voilà, avec ces 2 mois à temps plein, vient le temps du stage à partir du mois de mars. Là, les étudiants, bon, j'ai fait une capture d'écran des organisations dans lesquelles nos étudiants ont fait des stages l'année dernière. Donc, il y a un peu de tout, comme vous le verrez, comme vous pouvez le voir, Agence parisienne du climat, Agence nationale de la cohésion des territoires, pas mal d'établissements publics, du conseil, des grandes institutions comme la Banque des territoires ou le ministère de la Transition, pas mal de bureaux d'études, cabinets de conseil, qui ne sont pas tous des Deloitte, hein. Il y a beaucoup de cabinets de conseil, en fait, qui sont sous forme de coopératives, qui ont plutôt à cœur les questions sociales et environnementales. Et donc, et voilà, faire du conseil dans l'urbain, c'est pas forcément travailler chez McKinsey. Voilà. On n'a rien non plus contre McKinsey ou Egis ou tout ça, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est très diversifié, le conseil en collectivité. Voilà, enfin, différentes directions de l'investissement de Paris. Voilà, même des universités. Alors, établissement public foncier, qui est un établissement, enfin, Société du Grand Paris. Voilà, des grands établissements en fait de l'Île-de-France, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui, voilà, ben, par exemple, des étudiants basques qui voulaient retourner au Pays Basque, des étudiants lyonnais, bretons, voilà, c'est chaque année, qui veulent retourner dans leur région d'origine et qui n'ont généralement aucun mal à trouver des stages et un emploi là-bas. Il faut dire qu'aussi maintenant, au terme de ces 6 ans, on a maintenant un réseau d'alumni qui est très actif, qui organise des événements réguliers, qui est soutenu par l'association. Nous-mêmes, c'est une association qu'on soutient aussi chaque année sur le budget du master. On a vraiment à cœur que les promotions se rencontrent. Et nous, comme c'est des petites. Bon, bah voilà, c'est bête, c'est tout bête, mais comme on a des petites promotions, moi, je me souviens très bien de qui a fait un stage où. Et quand j'ai une étudiante ou un étudiant qui cherche un stage dans telle ou telle boîte, je dis, bah, contactez telle personne de ma part. Et bon, généralement, ça marche aussi comme ça. Donc, on a un réseau qui est très actif et qui, là encore, comme ce sont des petites promos, fait qu'il y a un vrai esprit un vrai esprit de corps, quoi. Même si on n'est pas un corps, mais esprit corporate. Alors, sur l'insertion professionnelle, je présente et puis si vous avez des questions, je prendrai toutes les questions à la fin. Je propose de faire comme ça. Alors, l'insertion professionnelle. En gros, 3 types de métiers alors, des métiers différents, des secteurs différents, des organisations différentes. Vous pouvez, après ce master, occuper des métiers très opérationnels. Chargé de projet chez un bailleur social, vous allez construire du logement social, gérer des immeubles de logement social, ou chez un promoteur, ou chez un aménageur. C'est-à-dire, un aménageur, c'est une organisation qui a la charge de refaire tout un quartier entier, dans Paris, ailleurs, enfin partout. Donc ça, ce sont des métiers très opérationnels. Vous avez les mains dans le cambouis, entre guillemets, vous rencontrez plein de gens, vous faites en sorte que les projets sortent, vous êtes dans l'action, vous rencontrez les élus, vous rencontrez les habitants, voilà, vous êtes vraiment dans l'action. Vous avez aussi, on forme aussi à des métiers, donc on forme à ça, on forme à des chargés de projet, mais on forme aussi à des chargés d'études, c'est-à-dire des personnes qui, en fait, adore continuer à faire des études, adore étudier, continuer à apprendre sur des projets des sujets qui les intéressent. Et donc, bah, c'est typiquement des agences d'urbanisme comme la PUR dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des agences publiques qui produisent des études pour des politiques pour les politiques publiques, ou bien du conseil. Et c'est beaucoup ça le métier du conseil, c'est produire de l'expertise en fait, hein, et donc faire des diagnostics, des propositions, mais tout ça, ça s'appuie sur un gros travail en fait d'études. Donc aller chercher des données stats, rencontrer plein de gens, faire des entretiens,
Voilà, faire des cartes, des photos, donc voilà. Et puis, on a un troisième type de métier auquel on forme, c'est la recherche. Là encore, on est un bon tiers d'intervenants enseignants-chercheurs. On aménage un parcours d'enseignement, on aménage un parcours recherche. Et donc, les étudiants et étudiantes qui suivront ce parcours recherche auront principalement cours avec des enseignants-chercheurs et auront plus de temps pour à la fois produire un bon mémoire de recherche et également réfléchir à un projet de thèse, monter un partenariat ou un contrat CIFRE en fait pour financer éventuellement sa thèse. Différents secteurs. Vous pouvez travailler dans l'urbanisme en tant que tel, l'aménagement, enfin l'urbanisme du coup au sens large, hein, l'aménagement au sens d'aménager un quartier, une agglomération, etc. Enfin, voilà. L'environnement, le logement et l'habitat, le développement économique. Alors, service urbain, c'est tout ce qui est entreprise de réseau, entreprise urbain, ça peut être les transports, l'eau, les déchets, l'électricité, tout ça, qui sont quand même des services urbains un peu incontournables. Mobilité et transport, culture, action sociale, recherche. Et les organisations, pour un certain nombre, la plupart de nos étudiants, la majorité finissent, enfin plus de 50% finissent en collectivité locale et en cabinet de conseil en urbanisme. C'est une grosse partie de la promo qui finit là-dedans. Mais on a aussi des étudiants qui travaillent ensuite chez des aménageurs, des bailleurs sociaux, agences d'urbanisme, agences nationales, entreprises délégataires de services publics. Les indicateurs, ensuite. Nos étudiants trouvent très rapidement un emploi. Alors là, on va pas se le cacher, hein, mais la carte Dauphine est un petit plus. Mais bon, on a aussi voilà, notre réseau d'alumni et puis on commence à être bien identifié en fait par les organisations qui travaillent, enfin, les entreprises, les administrations, les associations, si bien qu'en fait on organise même des cycles de conférences, c'est-à-dire que pendant toute l'année du M2, tous les mardis soirs, on fait venir des professionnels qui présentent leur métier et qui proposent des offres de stage à nos étudiants. Donc ça aide aussi. Le salaire médian, donc dernière stat, environ 2165 € net par mois, ce qui pour un premier salaire est plutôt bien dans le domaine, sachant que pas mal de nos étudiants travaillent dans le public, donc c'est jamais les salaires mirobolants, mais ça reste comme très correct pour un premier salaire. Et taux d'insertion professionnelle à l'issue du premier emploi, enfin à l'issue un mois après la sortie des études, 85% de nos étudiants ont trouvé un CDI ou un CDD. Alors, comment candidater? Pour l'entrée en M1, quelles sont les conditions d'accès, les prérequis? Pour l'entrée en M1, il faut être diplômé de L3. Pour l'entrée de M2, être diplômé d'un M1. Il faut avoir suivi des enseignements dans une ou plusieurs des disciplines de sciences sociales. C'est-à-dire qu'on ne prend c'est-à-dire en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, en géographie. On ne prend pas, enfin je dirais plus, mais on ne prend pas des purs ingénieurs qui n'auraient jamais fait de sciences sociales, ni des architectes qui n'auraient jamais fait un cours de sociologie. Voilà, comme encore une fois, à la fin, vous êtes diplômé, vous avez un diplôme de M2 en sciences politiques, enfin en politique publique, donc en politique urbaine, qui est une sous-branche des politiques publiques. Donc il faut que vous ayez tout le bagage nécessaire. Et toutes ces disciplines de sciences sociales ont leur propre technique et ne peuvent pas non plus complètement s'apprendre juste en un an. Donc c'est la raison pour laquelle on prend en priorité des étudiants qui ont une formation dans ces disciplines. Alors, avoir été formé aux méthodes d'enquête en sciences sociales est un plus, mais par exemple, ça nous arrive chaque année, on a des étudiants qui ont fait 3 ans de prépa, qui n'ont jamais fait un entretien de leur vie, qui n'ont pas été formés à l'enquête de terrain, mais qu'on prend quand même parce que ce sont quand même malgré tout, parce qu'ils sont très motivés, parce leur lettre de motivation était super et parce que ils ont des bonnes notes et qu'ils ont un vrai projet et que voilà, on se dit bon
ils savent travailler, ils sauront s'adapter aux méthodes d'enquête de sciences sociales. On pourra leur apprendre à M1. En M2, pour l'entrée en M2, on s'attend par contre à ce que les étudiants qu'on recrute aient été formés aux méthodes d'enquête de sciences sociales. Alors, là encore, avoir fait un stage dans le domaine des politiques urbaines, c'est un plus, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin chaque année d'avoir des jobs étudiants pour payer leurs études et que c'est pas toujours possible de faire un stage quand il faut travailler tout l'été et une partie de l'année. Donc, c'est un plus, mais si on voit que la personne a travaillé très tôt et tous les étés, ben, évidemment qu'on n'en fait absolument pas un élément discriminant. Alors, la procédure de candidature, merci beaucoup Élise de passer des slides, je suis désolée pour vous. Mais ça m'arrange, comme je n'arrivais pas à mettre le PowerPoint, ça m'arrange beaucoup. Les candidatures se font en ligne, en M1 sur mon master. Donc la clôture des candidatures, c'est le 25 février. Et en M2, c'est sur ma candidature, clôture des candidatures, le 24 février, les deux à 18h. Donc ça arrive bientôt. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, de commencer d'ores et déjà à préparer ces pièces demandées qui sont le CV. Une lettre de motivation, on la regarde vraiment. On lit, nous, alors pour vous donner une idée, en M1, on a 25 places, on reçoit 617 candidatures. L'année dernière, on a eu 617 candidatures, donc on est quand même assez demandé, même très demandé. On lit les lettres de motivation. Ça nous prend 15 jours à temps plein à chacun. Enfin, on est 4 à faire la présélection et à vous classer. Mais on lit vraiment les lettres de motivation. Donc, écrivez-les correctement. N'utilisez surtout pas ChatGPT parce que non seulement on a des logiciels de reconnaissance, et là, c'est absolument discriminant. C'est-à-dire que si on voit que vous avez utilisé ChatGPT, on vous met tout en bas de la liste. Et vous n'aurez aucune chance d'être pris. Mais surtout, ça se voit parce que c'est complètement creux. Alors que nous, dans la lettre de motivation, ce qui est pour nous une bonne lettre de motivation, c'est quand on voit que c'est un vrai projet, sincère, personnel, que vous avez une vraie appétence en fait pour la ville, pour les questions urbaines, les questions sociales, environnementales, enfin, voilà, tout ça en lien avec les territoires. Et en fait, n'hésitez pas à mettre de vous en fait dans cette lettre parce que c'est ce qui sonne sincère. Voilà. ChatGPT ne sonne jamais sincère. On veut également les relevés de notes parce que ça on les regarde aussi attentivement de bac et surtout de L1 et de L3. On regarde aussi les notes de M1 pour l'entrée en M2. Et donc évidemment toutes les notes que vous avez eues dans les matières de sciences sociales sont très importantes pour nous, c'est ce qu'on regarde en priorité. Si vous avez eu des bonnes notes en maths, c'est bien, mais c'est pas discriminant pour nous. Et pour l'entrée en M2, on organise des entretiens qui ont lieu entre le 19 et le 28 mars. Ce sera en ligne ou en présentiel. C'est-à-dire, si vous êtes en province, il n'y a pas de souci, on peut faire ça en ligne. Si vous êtes à Paris, autant que faire se peut, on aime bien vous recevoir pour vous rencontrer. Et évidemment, les résultats d'admission vous sont communiqués. On ne fait pas d'entretien pour l'entrée en M1, mais on en fait pour l'entrée en M2. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vois Paul. Oui, bonjour. Enfin, vous avez répondu partiellement à la question. C'est-à-dire que pour des étudiants en Cagne, Lyon, en histoire géo, il est possible Tout de à fait. candidater, bien qu'on n'ait pas fait de sociaux, enfin, on en a fait Tout un à petit fait. peu. Voilà. Ok. Tout à fait. En Merci beaucoup. M1, oui, en M1, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, on sait que bon, vous avez quand même travaillé pendant cette Mhm. prépa, et puis ça, c'est une certitude, mais qu'en plus, on va vous remettre un petit peu à niveau sur toutes les matières de sciences sociales en M1. Donc, tout à fait, on prend des cubes aussi, hein, pas de souci. Chaque année, Merci on en a. beaucoup. Si vous, de tous les cas. Ah oui, il y a une question, Paul. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Je voulais savoir, Bonjour. c'était quoi la proportion pour l'entrée en M2 de personnes qui viennent du M1 et de ailleurs? Enfin, quelle proportion de personnes vous Euh, prenez d'ailleurs, quoi, en fait? on en prend pas mal, en fait, parce qu'on a pas mal de M1 qui font une césure, en fait. Et donc, sur les 25 en M1 qui sont en M1, on récupère pas les 25 parce qu'on a généralement un bon tiers qui fait une césure.
Donc, je dirais qu'on en prend entre 8 et 10 par année. Ouais. Alors, il y a eu des années, ça dépend des années, mais il y a eu les années après Covid, les étudiants faisaient beaucoup de césures. Donc là, c'est quasiment la moitié de la promo qui venait de l'extérieur en M2. Et on est aussi content d'avoir aussi des extérieurs, c'est-à-dire que ça remet un peu de sang neuf. Donc ça, c'est très bien. Ok, merci. Rien. J'ai oublié de le préciser, mais il y a une adresse mail politiques urbaines. Enfin, si vous allez sur le site de Dauphine, Master PU, enfin Parcours PUGT, vous trouverez une adresse pour nous communiquer. Enfin, si vous avez des questions d'ici le 25, vous pouvez nous contacter à cette adresse et on essaie de répondre relativement rapidement avec François. Oui, Alix, merci, de rien. Oui. Oui, excusez-moi, encore une seconde question. Par rapport aux gens qui intègrent la M1, il y a beaucoup de Dauphinois ou c'est très ouvert vers l'extérieur? Alors, ça dépend des années. Je dirais que là, il y a un tiers de Dauphinois, mais oui, ça fait quand même deux tiers de pas Dauphinois. Parce que les Dauphinois restent pas forcément à Dauphine. Et les Dauphinois font pas forcément des politiques urbaines. Donc, cette année, il y en avait un peu plus que d'habitude. Il y en avait un tiers à peu près. Voilà. Ok. Mais donc, deux tiers, je dirais, en M1, il y a à peu près deux tiers. Ouais, il y a un tiers de Dauphinois, deux tiers de pas Dauphinois. Mais franchement, honnêtement, on a des promos qui sont très, très sympas. Euh, on essaie vraiment d'instaurer un esprit de coopération, c'est-à-dire on classe pas les élèves, on ne classe pas les étudiants, on n'a pas de, voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment favoriser la coopération entre les étudiants. Les Dauphinois, franchement, à chaque fois, je vois, sont très inclusifs avec ceux qui arrivent de l'extérieur, et au contraire, ils sont contents qu'il n'y ait pas de pas être que entre les mêmes Dauphinois qu'ils ont connus avant. Généralement, franchement, ça se passe toujours très très bien. On le voit d'ailleurs, parce que nous on les suit en enquête, enfin, sur le terrain, donc on leur pose des questions et on s'aperçoit que voilà, ils sont très intégrés, quoi. Ils sont bien intégrés. Voilà, ils font des trucs entre eux, ils sortent entre eux, ils font des soirées, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un bon esprit. Et là encore, nous on fait vraiment tout pour que les étudiants s'entraident et pas qu'ils soient en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on fait pas de classement, on fait pas ce genre de choses. On leur dit que les notes, il faut travailler, mais que c'est pas les notes le plus important. Le plus important, c'est qu'ils s'épanouissent, ils trouvent leur voie, qu'ils apprennent des choses, évidemment, mais aussi qu'ils entretiennent ce réseau-là, en fait, et, voilà, qui nous semble très important. Une autre question de Paul. Non, en fait, j'ai dû cliquer 2 fois sur la. Merci. Ah, mais Paul Foulonneau. Ah, ok. Pas d'autres questions? Je regarde si dans le chat, c'est pas. Non, ok. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse réfléchir. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail, voilà, si vous avez des questions supplémentaires. Et voilà, j'espère que au moins notre parcours vous aura au moins suscité votre intérêt. Après, je sais qu'on est on est plusieurs sur la place, hein, mais Eh bien, de rien. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne continuation à tout le monde.